Et si la tour de Babel n'avait jamais été confondue? Imaginez le monde respirant d'une seule voix. Imaginez une cité qui ne se contente pas de s'élever d'une plaine, mais qui pénètre l'histoire elle-même. Un escalier d'argile et de soleil, où chaque ouvrier peut s'adresser à tous les autres, et où personne n'a besoin de traduction. Imaginez des nouvelles circulant aussi vite que les jambes qui les portent, des idées volant plus loin que les oiseaux, et une épine dorsale de briques et de bitume, reliant ciel et terre, pendant que l'air lui-même bourdonne d'accords. Voilà l'image qui sous-tend notre question ce soir. Et c'est une question qui porte sur plus que des briques, plus que sur une tour. C'est une question sur le don et le danger de la compréhension. Avant d'entrer dans l'alternative, rappelons le commencement. Dans le livre de la Genèse, après le déluge et la survie de la famille de Noé, les hommes s'installent à l'est, sur une vaste plaine appelée Shinar. Là, ils découvrent quelque chose de pratique et de puissant, la brique cuite. Faisons des briques et cuisons-les bien, disent-ils, et avec du mortier, ils alignent leurs ambitions en couches. Ils décident, construisons une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel, et faisons-nous un nom, de peur d'être dispersés sur la face de toute la terre. C'était un projet d'unité et d'orgueil, une promesse éclatante et une impulsion sombre tressées ensemble. Le récit dit que Dieu regarda cette puissance concentrée et dit « Voici, ils sont un seul peuple, et ils ont tous une seule langue, et ceci n'est que le commencement de ce qu'ils feront. » La réponse ne fut pas un éclair, mais la langue. Les langues des bâtisseurs furent confondues. La parole se brisa comme la lumière dans un prisme, et le projet s'arrêta. Les gens dérivèrent en groupes et en lieux séparés, emportant avec eux de nouveaux mots et de nouveaux mondes. L'endroit fut appelé Babel, un nom qui résonne à la fois comme Babylone et la confusion du babillage. Maintenant, avançons prudemment dans l'hypothèse affirmative de notre question. Et si cette confusion ne survenait pas? Et si la cité restait une cité d'une seule langue, d'un vocabulaire partagé, d'une grammaire commune, et que l'ombre de la tour s'étendit sur des générations? Ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience de pensée respectueuse, une lentille que nous tenons pour mieux voir le rôle de la langue dans nos vies et notre foi. La première différence se déploie à la vitesse d'une voix portée dans une foule. Sans éclatement linguistique, la cité reste un aimant. Des personnes qui auraient fait demi-tour par frustration restent et argumentent, planifient et chantent avec les mêmes mots. La tour s'élève, peut-être pas jusqu'aux nuages, mais pour devenir une immense terrasse, une montagne d'humanité en paliers. On peut les imaginer, des maçons passant des briques de main en main, des architectes griffonnant des mesures sur des tablettes d'argile, des enfants courant le long de rampes larges et sûres pendant que prêtres et administrateurs débattent sur des plateformes ombragées des réserves de grains, des niveaux du fleuve et de la prochaine fête. La tour n'est pas que hauteur, c'est un système, et la langue lubrifie chaque rouage. Très vite, la cité standardiserait sans doute bien plus que la taille des briques. Les mesures deviennent communes, les poids deviennent fiables. Un ensemble de symboles se répand de tablette en tablette, un script unique, affiné et enseigné dans des écoles aux traits uniformes. Les premières listes que nous connaissons de la Mésopotamie cataloguent bétail, grains et impôts. Dans un monde à langue unique, ces listes voyagent, et avec elles, les méthodes. Une réforme fiscale dans la cité devient une réforme fiscale dans les villages. Une astuce pour détourner l'eau d'un canal devient un moyen de sauver des récoltes à 100 lieues de là. Marchands, bergers, savants et pêcheurs conversent, et leurs mots les lient. Nous verrions probablement une supra-royauté plus précoce et plus stable, non pas parce qu'une personne serait forcément plus talentueuse, mais parce que la colle de la langue facilite l'administration. On imagine un dirigeant, ou peut-être un conseil, publiant des édits lus et compris de la même façon partout. Pas une compréhension parfaite, aucun mot n'est à l'abri des nuances, du sarcasme ou de l'humour local, mais suffisamment proche pour produire le miracle étrange de la coordination. Avec cette coordination vient la vitesse. Les nouvelles idées n'ont pas besoin d'être traduites, elles sont immédiatement débattues. Le savoir ne s'entasse pas dans une seule région. Il se répand sur les routes et les rivières. Le savoir est une chose, le pouvoir en est une autre. Quiconque a déjà fait partie d'une équipe où tout le monde est d'accord trop vite, sait que l'unité peut être exaltante et dangereuse. Une langue unique supprime une des grandes frictions de l'Empire, le malentendu. Sans cette friction, une cité peut s'étendre jusqu'à se poser d'autres questions. Combien de travail peut-on organiser? Combien de temps consacrer au travail et combien au repos? Comment garder la sécurité dans une cité qui ne cesse de construire? Quelque part dans ces premières années, un scribe sage ou une grand-mère inquiète
pourrait proposer une loi disant qu'aucune tour ne doit croître sans construire aussi des écoles et des jardins à sa base. Une telle loi serait facile à expliquer et à défendre quand tout le monde peut entendre le même argument. Vous pourriez penser que les différences disparaîtraient. Ce ne sera pas le cas. Même dans une seule langue, les gens racontent des histoires qui partent dans des directions différentes. Un quartier adore les vieux chants de fête. Un autre écrit de nouvelles mélodies. Un marché préfère des ragoûts épicés. Un autre se rassemble autour de poissons grillés au sel. Les goûts divergent, et avec eux la culture. Mais les ponts entre quartiers restent intacts, parce que la conversation ne s'arrête jamais. On peut imaginer la cité accueillant une foire des accents, un événement ludique où l'on imite sa propre façon de prononcer les voyelles et où l'on rit non parce qu'on ne se comprend pas, mais parce qu'on se comprend. Dans cette proximité, contes populaires et proverbes voyagent comme des graines portées par le vent. Certains germent en sagesse partagée, d'autres deviennent des mauvaises herbes qu'il faut arracher. Et parce que la langue ne se fragmente pas en branches mutuellement inintelligibles, les sciences des motifs, mathématiques, astronomie, arpentage, coulent dans un seul lit au lieu de se diviser en deltas. Les traces en base 60 de la tradition mésopotamienne réelle, où le cercle compte 360 degrés et l'heure 60 minutes, pourraient s'enraciner plus profondément et plus largement. Un jeu unique de chiffres, enseigné à chaque enfant sur des abacs d'argile, permet des calculs plus rapides et plus répandus. Les terrasses supérieures de la tour pourraient servir aussi d'observatoire. Là-haut, au-dessus de la fumée et du brouhaha, un cercle d'apprentis apprend à suivre le mouvement des planètes avec des ficelles et des chevilles. Les regards se tournent vers le haut, et la langue tisse de nouveaux mots, termes pour les angles, pour les ombres, pour le temps. À l'extérieur de la cité, les caravanes s'allongent. Dromadaires et chariots portent marchandises et histoires sur des routes non seulement pavées de pierres, mais régies par des normes. Des relais indiquant par écrit combien de jours jusqu'au prochain gué, quelles routes sont sûres après la fonte. Un fermier dans une vallée lointaine écrit à la cité et reçoit une réponse qui a du sens dès la première lecture. Le simple miracle d'une lettre qui marche partout commence à aplatir la distance. Il y a une ombre dans toute cette lumière, et ce n'est pas seulement l'ombre de la tour. Dans un monde à langue unique, la propagande n'a besoin d'être habile qu'une fois. Un mensonge peut aussi courir vite. Si un dirigeant décide de plier la vérité à son avantage, il y a moins de fissures où la dissidence peut s'installer et croître. La censure devient efficace. Les réformes, si elles sont résistées au sommet, doivent être discutées face à un vent violent. Pourtant l'inverse est aussi vrai. Une bonne idée n'a pas à lutter contre la traduction. Un discours éloquent peut protéger un quartier pauvre, et un poème clair peut faire honte à un tyran. Les enjeux augmentent parce que le médium est universel. La foi, dans ce monde, est une conversation conduite en plein jour. Dans la chronologie canonique, la dispersion des langues produit de nombreux courants religieux et des noces de sens variés. Dans notre cité spéculative, les noms de Dieu voyagent et fusionnent. Divinités locales et grands dieux frottent leurs titres l'un contre l'autre et s'échangent des épithètes. Il est possible que des idées monothéistes émergent plus tôt, non pas parce qu'un conseil les impose, mais parce qu'un argument singulier peut être porté du sanctuaire à un autre sans être brisé par des mots étrangers. Le Dieu des cieux se débat dans les mêmes syllabes, sous différents cieux. Abraham, s'il entend toujours un appel dans ce monde, et peut-être l'entend-il, car les appels sont tenaces, trouvera son voyage plus facile à un certain égard et plus difficile à un autre. Plus facile parce que, partout où il erre, il peut parler clairement. Plus difficile parce que partout où il va, les gens peuvent lui répondre dans la même langue. Et la pression à la conformité est lourde quand les paroles de l'Empire sont les seules paroles de la ville. La promesse d'un peuple, l'idée de la bénédiction et de l'alliance, a encore de la place pour croître, mais elle doit le faire dans un sol partagé par tous. Les prophètes dans un tel monde seraient très forts et très clairs, ou très discrets et pénétrants. Leurs poèmes n'auraient pas besoin de traducteurs, seulement d'oreilles. Si l'histoire de Moïse arrive dans ce fil de l'histoire, elle arrive dans un monde où oppression et libération se négocient dans une langue que les deux parties partagent. Les plaies seraient annoncées avec une clarté terrifiante, les exigences parfaitement comprises, la loi donnée en mots qui voyagent sur des routes bien tracées aussi vite que les tablettes peuvent être copiées. Ironiquement, les commandements, qui que les aient gravés les premiers, seraient lisibles pour plus de personnes plus tôt. Ce que cela fait à la religion est complexe. Cela peut approfondir la compréhension ou l'aplatir, selon l'humilité des lecteurs. Sur la troisième terrasse de la tour,
un groupe d'enfants apprend à cartographier le monde. Leur maître trace des côtes avec un roseau et dit « Si tu veux marcher jusqu'à la mer, suis cette rivière ». Les cartes sont copiées et corrigées. Les erreurs ne se multiplient pas silencieusement dans des contrées lointaines où personne ne peut lire l'original. Un langage cartographique unique rend les voyages plus sûrs, le commerce plus vaste et, peut-être, dangereusement, donne aux conquérants une tentation plus forte. Si l'on sait exactement où se situe un col montagnard, on ne le craint plus. On marche tout simplement. À mi-parcours de cette expérience de pensée, permettez-moi de transformer cela en conversation avec vous. Si vous viviez dans un monde à langue unique, quelles lois ou coutumes souhaiteriez-vous voir en place pour empêcher l'unité de devenir contrôle? Si vous appréciez ces parcours respectueux, et si, à travers l'histoire et la foi, aidez-nous à construire ce petit coin d'Internet en vous abonnant et en laissant un like, cela nous permet d'en faire davantage. Revenons à la tour. Elle devrait devenir plus qu'un lieu de travail. Si elle continuait à croître, les habitants apprendraient la physique de leur propre ambition. Ils découvriraient le vent. Ils remarqueraient comment le poids se déplace quand trop de monde se rassemble sur une plateforme supérieure. Ils pourraient inventer, des siècles plus tôt, des dispositifs simples qui rendent les grands bâtiments sûrs. Une sorte de paratonnerre après une tempête effrayante, un système de drainage après une crue, des contrepoids pour hisser. L'expertise humaine grandit lorsqu'un problème refuse de partir, et la tour ne part pas. Elle enseigne. Parallèlement à l'expertise, la présence d'une langue universelle a un effet étrange sur l'art. Les épopées ne sont pas des trésors régionaux, elles sont l'histoire du soir de tous. Un seul récit d'un héros qui a tourné le dos à la tour pour trouver une montagne plus vraie se raconte sur le même ton dans les ports comme dans les villages de collines. Des chansons sur l'humilité se répandent comme la lumière des lanternes, équilibrant l'histoire de faire un nom par des conseils plus sages sur la valeur des petits noms, du travail discret, des familles et des chants. Dans un monde éparpillé, la différence nous protège de la domination d'une seule mélodie. Dans un monde uni, le même chœur peut devenir une berceuse ou un chant de marche selon qui bat le tambour. Nous imaginons parfois que la diversité linguistique est identique à la diversité culturelle. Elles se chevauchent, mais ne sont pas identiques. Même avec un seul jeu de mots, les gens réarrangent le sens. La cité l'apprend à ses dépens quand une sécheresse frappe. Le même décret de rationnement est entendu de deux manières, comme un soin dans un quartier et comme un contrôle dans un autre. En réponse, les anciens inventent une nouvelle pratique, des lectures publiques suivies de questions publiques. N'importe qui peut monter et demander ce que signifie une phrase. La langue est unifiée, mais la compréhension reste un verbe actif. C'est aussi une leçon de Babel. Le risque n'est pas seulement que nous cessions de nous comprendre, mais que nous cessons d'essayer. La plus grande bibliothèque de ce monde pourrait se tenir non pas près de la mer, mais à la base de la tour. Une archive fraîche et parfumée avec des étagères de tablettes et, plus tard, des feuilles plus lisses d'écorce ou de fibres ancrées. Un travailleur venu d'une ferme lointaine peut entrer et lire les plus anciennes lois dans le même script qui lui a appris les lettres. Il trouve une ligne sur la protection des pauvres contre l'exploitation et réalise qu'elle s'applique à sa mère. Il la recopie, la porte chez un magistrat, parle de sa propre voix, et quelque chose change. Quand le savoir n'a pas besoin de traducteur, la justice gagne en rapidité et parfois en courage. Pourtant, il y a des écueils à toute forme de vitesse. La même bibliothèque peut se fossiliser en temple d'une seule façon de dire la vérité. Certaines écoles peuvent devenir gardiennes de ce qui compte comme pensée. Une langue unique peut créer un goulot d'étranglement, raison pour laquelle, même ici, les enfants inventent de l'argot et les poètes plairent la grammaire. Ils n'actent pas comme des vandales, ils oxygènent la langue. Sans ce jeu, les mots se calcifient en pouvoir. Il y a une ironie historique qu'on ne peut ignorer. Dans l'histoire de l'Église primitive, un moment appelé la Pentecôte décrit des gens soudain capables de se comprendre à travers des barrières de langue. Dans notre chronologie spéculative, où une langue est déjà la norme, le miracle ne résiderait pas dans le vocabulaire. Il pourrait se situer dans l'écoute elle-même, la capacité soudaine d'entendre de vieux mots comme s'ils étaient neufs, de pardonner un ennemi dans la même langue, de transformer une place publique en lieu de conscience partagée. Au lieu de l'éclair de la traduction, peut-être que l'émerveillement serait la tendresse d'une compréhension qui va au-delà du dictionnaire. C'est un autre type de miracle, plus discret et peut-être plus exigeant. Qu'en est-il des découvertes au-delà des côtes connues? Avec des mots universels pour l'attitude des vents, des unités standardisées et une tradition cartographique commune, des marins audacieux et des maîtres de caravanes iraient plus loin, plus tôt. Lorsqu'ils rencontrent de nouveaux peuples et de nouvelles terres,
La première barrière n'est pas la langue, mais la confiance. Des partenaires commerciaux échangent biens et récits dans une langue que les marchands ont apprise bien avant. Les malentendus ne disparaissent pas, mais ils sont différents. Les dangers des maladies et les inégalités de pouvoir voyagent aussi. Et peut-être que la seule défense réelle n'est pas la clarté de la parole, mais le caractère de ceux qui parlent. À l'intérieur d'une telle expansion, la tour demeure symbole, tant admirée que questionnée. Certains veulent la voir plus haute, d'autres veulent la réaffecter. Finalement, un groupe de citoyens propose une transformation. Les paliers supérieurs deviennent jardins et observatoires. Le milieu devient école et tribunaux. La base devient un marché ouvert où les impôts servent directement à prendre soin des veuves, des orphelins et des voyageurs. Ils arguent que le sens de la tour devrait évoluer de « faisons-nous un nom » vers « faisons-nous un foyer ». La beauté d'une langue partagée est que cet argument peut être apporté à chaque porte, et les familles peuvent décider de le soutenir sans attendre un traducteur. La guerre serait-elle plus rare? Peut-être pas. Les êtres humains peuvent se disputer avec force dans n'importe quelle langue. Mais la diplomatie a moins d'obstacles. Les traités peuvent être rédigés une fois et lus partout sans qu'ambassadeurs ne transpirent sur des clauses qui changent de saveur selon les langues. Les armées permanentes sont plus faciles à coordonner, pour le meilleur ou pour le pire. Les espions doivent redoubler d'efforts parce que l'écoute est facile. La paix peut encore dépendre davantage de l'humilité que de la clarté d'un texte. La technologie se regroupe autour du feu de camp de la langue et y réchauffe ses mains. Les techniques agricoles se répandent en saison plutôt qu'en génération. Des machines simples, poulies, leviers, vis, sont comprises largement, leurs principes enseignés dans les écoles villageoises. L'art du calcul marcherait probablement main dans la main avec l'art du récit, car les enseignants qui peuvent atteindre toute la civilisation mêleront beauté et instruction pour maintenir l'attention. Le concept du néant, le zéro, cette petite révolution, pourrait être débattu plus tôt. Quand les idées voyagent vite par une langue commune, certaines sont rejetées rapidement puis reviennent quand le sol est prêt. D'autres prennent racine immédiatement et forment des forêts. En médecine, les savoirs herboristes seraient mis en commun, les motifs des symptômes reconnus à travers les régions et les remèdes affinés avec des registres partagés. Les premières mesures de santé publique seraient écrites et affichées dans des mots que tout le monde comprend. Faire bouillir l'eau, éviter les puits contaminés pendant les inondations, soigner les malades sans tomber malade soi-même. La mortalité liée à l'accouchement, aux infections, à la famine, toujours élevée, toujours effrayante, pourrait fléchir plus tôt à mesure que des pratiques sensées deviennent habitudes communes au lieu de sagesse isolée. Et pourtant, si tout cela semble trop lisse, souvenez-vous de la tendance humaine à bâtir des tours avec n'importe quoi, y compris le langage. Nous empilons des mots jusqu'au ciel, puis oublions de regarder les gens aux pieds. Un monde à langue unique n'est pas automatiquement plus gentil. Il peut être uni et cruel. Il peut être efficient et injuste. La différence clé est que les excuses deviennent plus difficiles. Je n'ai pas compris ne vaut pas autant quand vous partagez la langue maternelle de votre voisin. Il y a une dernière lentille à porter sur notre cité alternative. Qu'advient-il de la prière? Dans un monde dispersé, les gens prient dans de nombreuses langues, et quelque chose de ce cœur ressemble à un champ de fleurs sauvages, varié, beau, désordonné. Dans notre cité, les prières tendent vers un rythme et un vocabulaire commun. Cela peut être consolant, tout un peuple s'adressant à Dieu d'une même voix. Cela peut aussi être dangereux si cela nous convainc que Dieu appartient à notre grammaire. La première humilité, dans quelque monde que ce soit, est de se rappeler que nos mots, aussi précieux soient-ils, sont de petits bateaux sur une mer immense. Les années passent. La tour n'atteint pas le ciel, mais les gens découvrent quelque chose de plus vrai. Le ciel les touche quand ils nourrissent les affamés, quand ils pardonnent vite, quand ils admettent qu'ils avaient tort et changent de cap. La grande langue unifiée porte ces récits, et les mères les enseignent à leurs fils avec les mêmes mots que les maîtres utilisent à l'école. Dans la cadence de cet enseignement, la cité devient plus sage, pas parfaite, jamais parfaite, plus sage. Il aide, à la fin de cette longue imagination, de revenir à notre monde et de boucler la boucle avec gratitude. Notre monde est un enchevêtrement de langues. La dispersion à Babel, que vous la lisiez comme histoire, mythe, avertissement ou un mélange de tout cela, nous a laissé avec une mosaïque qui peut être frustrante et belle. Nous connaissons la brûlure d'une traduction qui perd une plaisanterie et l'émerveillement d'une phrase qui traverse les langues comme la lumière. Nous connaissons la solitude de ne pas être compris et le soulagement quand quelqu'un fait un pas vers nous.
L'histoire de Babel peut se lire comme une mise en garde contre l'orgueil et comme une bénédiction de la diversité. Notre cité alternative nous montre les deux faces de la pièce. Une langue peut accélérer le bien et consolider le mal. Plusieurs langues peuvent ralentir le mal et parfois le bien. Quoi qu'il en soit, la vertu dont nous avons le plus besoin n'est pas la parole habile, mais l'humilité. Alors, si la tour de Babel n'avait jamais été confondue, peut-être aurions-nous construit une cité plus haute et appris plus vite à renforcer les murs contre le vent. Peut-être aurions-nous organisé la justice plus tôt et organisé l'oppression plus efficacement. Peut-être aurions-nous découvert que la tour dont nous avions vraiment besoin était celle, invisible, faite d'habitude, la bonté, la patience, la curiosité. Dans ce monde, comme dans le nôtre, les plus hauts édifices sont invisibles. Ce sont les manières dont nous choisissons d'utiliser les mots que nous partageons. Ce fut une fenêtre spéculative, une promenade respectueuse le long d'un sentier différent pour mieux voir le nôtre. Que vous priez, étudiez ou réfléchissiez simplement aux anciens récits, que cette histoire tourne votre attention vers les ponts de votre journée. Remerciez la personne qui traduit pour vous. Écoutez plus fort le voisin que vous comprenez déjà. Et si jamais l'envie vous prend de faire un nom, essayez d'abord de faire un accueil. La cité que nous désirons peut-être tous n'est peut-être pas une tour du tout, mais une table avec de la place pour que chacun s'asseye et parle.